Oui. Dans ce train pour Munich, où je me rends pour notre prochain congrès du 13 septembre 1913, je pense tout à coup que tu avais raison, Anna, ma chère fille. C'est vrai. En inventant la psychanalyse, j'ai inventé quelque chose de bien plus grand que moi. Sigmund Freud. De plus grand que mon pessimisme foncier. Oui. Quelque chose demeure dans l'homme en quoi l'on peut, envers et contre tout, avoir foi. Je viens étrangement d'en avoir la confirmation par l'ultime séance de l'analyse de ce jeune homme fanatique, débuté il y a 4 ans. 4 ans avant, printemps 1909, Vienne, bureau de Freud. Freud écrit tout en fumant le cigare. Entre la bonne, Le jeune homme est arrivé, professeur. Faites-le entrer. Hugo von Klast entre. Professeur, je suis Hugo von Klast. Je vous remercie de me recevoir aussi vite. Oui. Alors? Alors, qu'est-ce qui vous amène? J'ai lu votre livre, professeur. Psychopathologie de la vie quotidienne. C'est très amusant, cette idée que nous aurions des idées qui pensent toutes seules, sans nous demander notre avis. Ça vous a amusé? Beaucoup. C'est tout à fait divertissant, tous ces petits riens, ces lapsus qui voudraient dire quelque chose. Vous devez bien rigoler en écrivant tout ça. Je passe mon temps à rigoler. La vie est tordante, vous ne trouvez pas? D'un certain côté, je la trouve très drôle. Et de l'autre? De l'autre. De l'autre côté? D'un autre côté, je suis comme tout le monde, tout n'est pas rose, n'est-ce pas? Il m'arrive d'être bizarrement tourmenté. Vous n'avez pas l'air tourmenté du tout en disant ça. Ah si, vous avez l'air tourmenté par mon cigare. Votre cigare. Oui, je n'ai pas l'air. Mais vous savez, l'air. En vérité, professeur, j'ai de drôles de pensées. Des pensées que je n'aime pas, qui m'assaillent avec une espèce de sauvagerie. Vous n'aimez pas les sauvages. Je n'aime pas la sauvagerie humaine. Il y a dans la nature humaine quelque chose qui me dégoûte. Et qui vous déroute? Non loin de là, dans les jardins publics du Prater de Vienne. C'est la fin de la journée. On entend les derniers accords d'une valse jouée sous le kiosque à musique. Des familles, des couples rient et chantonnent en s'éloignant. Un jeune homme dénote par son accoutrement négligé et son maintien digne. Le crépuscule descend lentement. Le gardien du jardin s'approche. La nuit tombe, monsieur. Dans 1 heure, il fera nuit, monsieur. Oui. Et dans 1 heure à peine, il va falloir rentrer, monsieur. C'était une belle journée, non? Ah, une très belle journée. Et maintenant, voilà, c'est bientôt la nuit. C'était la journée du 20 avril 1909. Avez-vous eu l'impression qu'elle avait quelque chose de particulier? C'était une journée de printemps. C'était mon anniversaire. Ah bon? Ah bah évidemment, ça vous fait quel âge? 20 ans. 20 ans. Et le 20 avril, ah, c'est un jour spécial. Moi, le jour de mes 20 ans, c'était... Pas moi. Pas vous quoi? Je ne ressens rien de spécial. À part ce banc. Ce banc, il est spécial. Très spécial. La nuit est tombée, monsieur le gardien. Il fait doux, je crois que je vais dormir sur ce banc. Ce n'est pas qu'il soit défendu de dormir sur un banc, mais ce n'est pas recommandé. Les nuits sont très fraîches, et sans compter les rôdeurs... Non, ce n'est pas le jour de mes 20 ans que je vais me mettre à avoir peur de Vienne. D'ailleurs, je ne suis pas seul. Un chien errant tourne autour et s'approchant du jeune homme, pose une patte sur lui. Je vous présente mon ami Wolf. De qui vous n'avez pas peur? De Vienne. Ah oui, bien sûr. Le gardien s'éloigne, s'arrête, se retourne. Bon anniversaire, monsieur. Vous êtes monsieur? Adolphe. Bon anniversaire, monsieur Adolphe. Ah, je me souviens le jour de mes 20 ans. Tous les projets que j'avais. Vous devez en avoir plein la tête. Le gardien s'en va. Mais oui, monsieur le gardien. Ce banc est spécial. Très spécial. Le métal est de Linz. La
La peinture est tchèque. Les clous doivent être hongrois. C'est bien un banc des Habsbourg. Il s'endort, le chien à ses côtés. Retour au bureau de Freud. Freud fume toujours son cigare. Professeur, j'ai complètement oublié de vous remettre cette lettre du docteur Jung. Freud, surpris, lâche momentanément son cigare. Jung? C'est un ami de ma famille. Il m'a dit que ce devrait être intéressant pour moi de faire une psychanalyse avec vous. Oh, il a même ajouté que ce pourrait être intéressant pour vous. Pour moi. C'est ce qu'il a dit. Je crois qu'il vous explique. Cher monsieur le professeur, j'espère que le conseil que je donne à monsieur Hugo von Klast de vous consulter vous paraîtra, malgré son caractère paradoxal, recevable. Pour aller au vif de la question, monsieur von Klast éprouve une répulsion incompréhensible dont le caractère irrationnel ne lui échappe pas contre les juifs. Freud regarde Hugo. Quand monsieur von Klast est venu me voir en me disant qu'à son avis, seul un médecin arien pourrait l'aider à résoudre ce problème, je l'ai pris à contre-pied en lui disant qu'il serait peut-être plus difficile, mais plus fécond pour lui, d'aborder le problème de face avec un psychanalyste juif. Naturellement, j'ai pensé à vous au cas où vous accepteriez. Croyez, cher monsieur le professeur, à mes sentiments respectueux. Carl Gustav Jung. Ces idées que j'ai avec Les Juifs, vous ne pouvez pas dire le mot. Oui, ces idées. C'est ce que vous appelez une phobie. C'est possible. Et ça s'analyse. Ça s'analyse. Vous acceptez de me prendre en analyse, professeur? J'accepte. Ça sera dur? Non, Non? ça sera très dur. Chez les von Klast, un peu plus loin dans Vienne, la baronne von Klast tourne en rond, entre le père Johann, son directeur de conscience. Hugo va très mal, mon père. Très très mal. J'ai appris pourquoi il a besoin d'argent. Il va voir le docteur Freud. Il est tombé dans les griffes de ce monstre, ce charlatan athée qui remplace Dieu par le sexe. Il n'est pas vraiment un charlatan, cher ami. Plutôt un de ces athées idolâtres qui divinisent la science et croient pouvoir disséquer rationnellement le mystère de l'âme. Jung admire tellement ce Freud qu'il envoie Hugo chez lui. Alors qu'il sait bien que mon Hugo est déboussolé depuis qu'il a perdu la foi. Pensez-vous qu'il subirait l'influence de l'athéisme de son père? Oh, c'est impossible. Il déteste cet individu qui lui sert de père. Ce porc immonde. Ma fille, modérez-vous. Le baron est certes un libéral mécréant, mais ce n'est pas une raison pour le traiter ainsi. Vous ne savez pas tout, mon père. J'aurais dû vous en parler, mais je n'ai pas osé. Faites-le. Et maintenant, C'était un Noël dernier, pendant la messe. J'étais agenouillée devant la sainte table, et lui, qui se moque bien de notre Seigneur, il était à côté de moi pour être sûr que tout le monde le voit bien comme il est. L'odeur de son hypocrisie était si forte que j'ai failli me trouver mal quand vous lui avez donné la sainte hostie. Il a ouvert la bouche, et j'ai vu que ce n'était pas une bouche, mais une gueule de chacal. Un animal, une bête, ces mots défilaient dans ma pauvre tête. Je luttais pour les chasser, c'était impossible. Je sentais son odeur de bête immonde. Alors, j'ai compris. vous avez compris. Pardonnez-moi, père, mais j'ai eu cette pensée sacrilège. Mais dites, J'ai compris pourquoi je n'ai jamais pu accepter qu'il me touche. J'ai compris que je savais depuis toujours, depuis notre nuit de noces, qu'il était une bête. une bête. Il n'a pas d'âme. Depuis, c'est horrible. Tous les jours, je sens cette odeur de carnassier. C'est même tellement fort que je ne sais pas si je me fais des idées ou si réellement
si réellement? Il sent l'animal. J'aurais dû vous parler de cela plus tôt, mon père. Oui. J'avais peur que vous me preniez pour une hystérique. Les jardins du Prater. La nuit est tombée. Adolphe, sur le banc, caresse le chien. Tu vois, Wolf, ils rentrent chez eux. Pour eux, c'est un jour comme un autre. Pour moi, toi, tu le sais, ce n'est pas tout à fait pareil. J'ai eu 20 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Adolphe regarde un homme élégant passer devant lui. Et ce type bien mis, là, tu le vois? Ça ressemble à quoi, ces 20 ans? Regarde cette bouche molle. Elle ne doit savoir mordre que de la chair animale. Comment une bouche comme celle-ci pourrait-elle mordre autre chose que du cadavre? Adolphe regarde le chien fixement. Toi aussi, mon pauvre Wolf. J'ai oublié le loup que tu as été. Tu es devenu un bâtard. À ton avis, s'il me regardait, que pourrait-il voir? Que pourrait-il comprendre de ce que je suis? S'il devait faire un rapport sur moi, qu'est-ce qu'il dirait à son chef? Le jeune homme a fêté son anniversaire sur un banc du Prater, air commandante. Il s'est entretenu avec son ami. Qui est cet ami? Un chien. Un chien. Un chien, air commandante. C'est son confident. Le jeune homme semble être un artiste. Il a posé sa candidature à l'académie. Naturellement, il a été refusé. Ça ne m'étonne pas d'un homme qui parle avec un chien. Le jeune homme a critiqué nos peintres officiels, Klimt en particulier. Klimt? Qui c'est celui-là? C'est à lui que la municipalité a commandé, dans l'esprit d'union de la raison et des arts chers à notre empereur, plusieurs figures d'Athéna. Athéna? Qui c'est celle-là? Une déesse grecque, air commandante. Le jeune homme a aussi parlé des cheveux peints par Klimt. Klimt peint des cheveux? Des cheveux de femme qui s'écoulent comme de l'eau, qui évoquent une forme d'abandon. D'abandon sexuel, air commandante. Le jeune homme a dit aussi qu'il trouvait cette mollesse dégoûtante. Qu'est-ce qu'il a dit sur cette mollesse? Qu'elle séduit les jeunes Allemands, car on ne leur parle que des dieux grecs et qu'on leur fait oublier Wotan et nos dieux germaniques. Adolphe sort du dialogue imaginaire. L'homme et le chien se regardent. Mon vieux Wolf, je sais que toi tu m'entends. Toi, tu ne sais pas ce qu'est le mensonge. Le chien fait demi-tour et s'en va. Je vais dormir sur ce banc. La nuit enveloppe le jardin. Adolphe semble endormi. Une ombre s'approche. Tu peux faire une petite place? Tu veux en fumer une? Ah bah dis donc, t'es pas bavard, Toto Laricot. J'ai envie de dormir. T'as fait un dessin cet après-midi. T'as même fait un dessin que t'as laissé sur ce banc, un dessin de la cathédrale Saint-Étienne. Ben, comme tu l'avais laissé, j'ai pensé que je pouvais le prendre, alors je l'ai pris. Et je l'ai vendu. 20 couronnes. 20 couronnes? Ah bah tiens, voilà 10 couronnes pour toi. Et moitié-moitié, c'est correct, non? C'est correct. Ah, tu sais dessiner. Je sais vendre. Tu me donnes d'autres dessins et on partage. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu t'appelles? Anish. Reinhold Anish. Et à qui t'as vendu ce dessin? Oh, dans un café à un gros bourgeois. Et si tu signais, ça serait encore mieux. Pourquoi mieux? Oh, meilleur prix de vente, mentalité du bourgeois, mon pote. C'est quoi ton nom? Ne m'appelle pas mon pote. Pourquoi? Je ne suis pas ton pote. Oh bah d'accord, t'es pas mon pote. Alors comme ça, tu dessines des bâtiments? Pas seulement. J'étudie Wagner aussi. Wagner. Wagner était un génie. Il nous aide à voir ce qui se passe autour de nous. Tu vois ce qui se passe autour de toi en ce moment? Moi, je vois que cette nuit, il va faire froid. Je vais dormir au refuge de Meidling. Allez, tu viens avec moi. Non. Tu préfères avoir froid sur ce banc?
Oui. Oh bah, ton aise. Je reviendrai demain, tu me prépares un beau dessin que je réussisse une belle vente. Oui. Eh, pense à le signer. C'est quoi ta signature? Adolphe. Adolphe. Eh ben, bonne nuit, Adolphe. Faites beau rêve. Heinrich s'éloigne. Adolphe s'allonge à nouveau sur son banc. Il est frigorifié. Bureau de Freud. Hugo est allongé sur le divan. Freud, derrière lui, écoute et fume. Ça pue ici. Ça pue le cigare. Ça ne vous gêne pas d'en fumer vos patients? Non, ça n'a pas l'air de vous gêner. Vous tenez sans doute à voir mes pensées tourner dans la fumée de votre cigare. Parce que vous avez des pensées Oui, j'ai des pensées. qui tournent. Si je les laisse faire, elles tournent autour de ce qu'elle m'a dit hier soir. La pauvre chérie, elle n'en peut plus. La pauvre chérie. Maman, La pauvre chérie ne peut être que maman. pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé plus tôt? Je tenais à t'épargner. Cela suffit qu'il me détruise, moi. Je ne veux pas qu'il te fasse de mal à toi. Mon Hugo. Pauvre chérie, elle croit que je ne sais pas depuis toujours ce que le porc lui fait endurer. Le quoi? Le porc! Vous ne savez pas ce que c'est qu'un porc? Depuis toujours, il est autour d'elle, à la frôler, à la renifler. Dans votre souvenir, il y a une première fois? Oui. Il y a eu une première fois le jour où j'ai compris. J'ai tout compris. Tout. Oui. Ce jour-là, j'ai vu l'enfer où elle vivait. Hugo entre en remémoration active. Nous sommes dans le salon. J'ai 5 ans. Maman est assise sur le sofa. Elle lit. Je suis devant elle, sur le tapis. Je joue avec un petit cheval. Avant qu'elle ne l'ait entendu entrer, le porc est arrivé. Il fait quelques pas, s'arrête derrière le sofa et dit « Emma ». Elle ne répond pas. Il met ses mains sur ses épaules et j'entends aussitôt le hurlement qu'elle se retient de pousser. C'est un hurlement silencieux. Lui, le porc, n'entend rien. Ses grosses mains descendent doucement et je vois les doigts s'imprimer sur la chair blanche, refermer sur elle comme les serres d'un aigle qui tient une mésange. Le corps de la mésange est tellement inerte que je la crois morte. Jusqu'à la seconde, je croise son regard. N'aie pas peur. Il ne tient dans ses griffes qu'une page dans laquelle je suis à l'abri. Quand le porc est sorti du salon, elle s'est laissée tomber sur le sofa en sanglotant. Alors, j'ai couru vers elle. La mésange était sortie de sa cage pour s'envoler dans mes bras. Votre père lui demandait son âme, et c'est à vous qu'elle l'a donnée. Il ne s'en est jamais rendu compte. Que voulait-il saisir avec ses grosses mains? L'âme de sa femme ou le corps de sa femme? Hugo se redresse, livide. Vous êtes écœurant. Il est impossible de parler avec vous. Il sort brusquement du bureau. Refuge municipal à l'autre bout de la ville. Adolphe, Heinrich et Hans sont attablés au réfectoire. Molly leur sert ce qui semble être une soupe. Hé, Anish, où est l'art?
C'est vrai que la vieille peau a dit du chou, rien que du chou jusqu'à la fin du mois. Madame la directrice fait ce qu'elle peut avec les sous. Et là, ses côtés généreux, elle m'a redonné du tabac. Et qu'est-ce que t'as bien pu lui dire, Amiche, pour avoir du rave? Je lui ai rien dit. Elle m'a juste vu donner une pièce. Ça a suffi. Tu savais qu'elle te voyait? Évidemment, oui. Elle savait que tu la voyais? Bah, évidemment, non. Bah, il est malin, le Aniche. Il fait comme le petit Jésus. Pas de publicité quand on donne aux pauvres, à condition que tout le monde le sache. Hé, Aniche, si un jour on tombe dans la merde, tu viendras nous donner la pièce, et nous aussi? Ouais, surtout si la directrice me voit faire. Parce que tu crois que tu vas retomber dans la merde. Évidemment. Quand on a commencé à tomber, on tombe sans arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire, on tombe sans arrêt? Ça veut dire qu'à un moment, on peut plus se redresser. Tu comprends? Tout s'use ici, avec tous ces juifs qui nous sucent le sang. Tu piges? Molly pose un bol devant Adolphe. Merci, mademoiselle. Hé, Alice, il est un peu bégueule, ton copain. Tu peux pas lui expliquer qu'ici, elle s'appelle pas mademoiselle, elle s'appelle la grosse chérie. Cette soupe est délicieuse, mademoiselle. Hé, il se prend pour un monsieur, ton copain, Alice. Ici, c'était un monsieur. Hé, tu peux lui dire ce que c'est, un monsieur? La grosse chérie. Oh, monsieur, c'est quelqu'un qui va te foutre ce couteau dans la viande si tu l'appelles encore une fois la grosse chérie. Hans, impressionné, se lève et s'en va. Il est ignoble, ce type. Il y en a d'autres comme ça, ici? Bah, tous ceux qui sont ici ont la colonne qui se gondole. Qu'est-ce que c'est que ici? Il n'y a pas de ici. Il n'y a que des maintenant. Maintenant, je suis ici pour quelque temps parce que le destin a voulu que pour ma 20e année, j'apprenne ce que je ne connaissais pas. Le froid, la faim, le refuge. Et quand le destin te fait passer du refuge au trottoir et du trottoir au refuge, et ça pendant toute ta vie, il veut quoi le destin? C'est le destin qui veut ça, monsieur Adolphe. Il veut que tu connaisses ce qui est petit pour te permettre d'imaginer ce qui est grand. Que tu vois la bassesse, pour t'obliger à penser ce qu'est la grandeur. C'est joli ce qu'il dit. Chambre de Molly. C'est la nuit. Molly joyeuse écrit à sa sœur Bertha. Ma chère Bertha, il faut que je te parle d'un nouveau pensionnaire qui a été amené ici par un certain Aniche. Dès que je l'ai vu, celui-là, j'ai compris que lui, c'était un monsieur, un vrai monsieur. Parce qu'il me cause et me dit des choses que même toi, qui as fait plus d'études que moi, tu n'as jamais entendues. La dernière chose qu'il m'a dit, c'est que je vais apprendre à chanter, vu que je ressemblerai à une chanteuse qu'il connaît. Une authentique Valkyrie qui chante à l'opéra. Et qui devait chanter dans le temps, dans la forêt, près de chez lui, à côté d'une source, près d'un lac. Dimanche dernier, Adolphe, c'est son nom, m'a invité à l'accompagner pour une promenade au Prater. Il m'a emmené à la grande roue. Ah, quel vertige! Ah, je n'ai pas du tout eu peur, hein. M'adore pas du tout. Après, nous sommes allés nous promener au bord du plan d'eau. Et nous avons assisté à une compétition sportive entre un canoë piloté par l'équipe de Vienne et l'autre par celle de Prague. Il fallait voir briller les yeux d'Adolphe. Il m'a expliqué que notre jeunesse serait sauvée par le sport. Ça m'a permis d'apprendre que notre jeunesse devait être sauvée. Quand il me parle, il dit qu'il voit dans la fraîcheur de mon âme la preuve que mon esprit n'a pas été pollué par les préjugés. Pollué, c'est le mot qu'il emploie. Pour finir la promenade, on a été devant le kiosque où les dames et les messieurs valsaient, tournaient de plus en plus vite, me regardaient là et briller. Est-ce qu'un jour Adolphe va m'inviter à danser? J'ai eu l'impression que ce n'était pas pour demain quand il m'a dit en me raccompagnant que ces gens qui valsaient étaient des lâches, qui voulaient s'étourdir pour oublier les choses véritables. Il faut que je te dise aussi qu'Adolphe a défendu aux gars du refuge de m'appeler la grosse chérie et qu'il n'y en a pas un qui n'y obéit pas. Dorénavant, plus personne vient frapper à ma porte, vu qu'ils croient tous que j'ouvre ma porte qu'à Adolphe. S'il frappait, je lui ouvrirais bien, mais il n'a pas encore frappé. C'est sans doute ça, un vrai monsieur. Quelqu'un qui prend le temps.
de Klimt avec Molly. Hugo s'y trouve aussi, en compagnie de Klimt. Tu vois, Molly, l'art d'aujourd'hui, c'est un art qui a peur de nos propres origines. Aujourd'hui, ce n'est plus la lutte de Parsifal ou de Siegfried qui symbolise le combat de la jeunesse, non. C'est le combat de Thésée, d'un grec qui n'a jamais connu notre pays. Vous avez entendu? Oui, c'est amusant. Molly devant la toile de Thésée tuant le Minotaure. C'est là qui c'est. C'est la déesse Athéna qui protège Thésée. Tu vois les images qu'on donne en pâture aux jeunes gens d'aujourd'hui? Si vous voulez vaincre, faites-vous donc protéger par une femme, et de préférence par une grecque. Je vois que l'idée d'être protégé par la déesse raison vous agace, cher monsieur. Évidemment que ça m'agace. Vous croyez que la statue d'Athéna dont les libéraux ont orné leur parlement a fait progresser la justice? À mon avis, la déesse peinte par Klimt n'est pas celle que voulaient les libéraux. Merci, mon cher. Et pourquoi ce n'est pas la même? Regardez sur le bouclier d'Athéna. Regardez la méduse. Si je rencontrais Monsieur Klimt, je sais ce que je lui dirais. Vous lui diriez. Je lui dirais qu'il joue un double jeu. Pour les uns, la bestialité de la méduse est plus forte que la raison, et pour les autres, la raison domine la méduse. Moi, je dis que Monsieur Klimt ne sait pas lui-même ce qu'il croit. C'est pas idiot. Ça vous étonne? Oui. Parce que j'ai l'air d'un idiot. Ne vous méprenez pas. Mon ami disait justement qu'il était... J'étais étonné de voir que quelqu'un avec un air d'idiot dise des choses pas idiotes. Un peu plus loin, Molly est devant la toile, au mouvant. Viens voir comme c'est beau. Il y a encore une question que j'aurais voulu poser à Monsieur Klimt. Pourquoi ne peint-il que des femmes nues? Ça lui ferait peur de peindre des hommes. Il est incroyable, ce type. Klimt montre le tableau d'Adèle Bloch-Bauer. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas nue. Vous aimez? Elle est belle. C'est toujours la même chose. Regardez tous ces ronds. Ce sont les yeux de la méduse qui regardent l'homme. Vous comprenez pourquoi il ne peint pas les hommes? Pourquoi? Il est médusé par les femmes. Elles lui prennent toute sa force. Ce Klimt est un avorton. Est-ce que tu crois que lorsqu'un homme aime une femme, il devient un avorton? Mon ami, Monsieur Klimt, a été très intéressé par votre commentaire. C'était Monsieur Klimt? Oui, c'était lui. Je le savais. Vous le connaissiez? Non. Et j'ai senti que celui qui peignait ça devait être dans son genre. Une femmelette. Voudriez-vous connaître ma peinture? J'en serais très heureux. Salon des Von Clast, quelques jours plus tard. La baronne et Hugo sont devant les tableaux peints par Adolphe. Hugo nous a beaucoup parlé de vous, Adolphe. J'aime votre peinture, elle est si franche. Vous savez que je vais faire encadrer votre cathédrale Saint-Marc. On a du mal cependant à déterminer les influences. Je n'ai aucun maître en la matière. Seulement une maîtresse. La nature. La femme nature. Oh, et à votre avis, pourquoi les femmes ne peignent pas? Parce qu'elles sont trop au-delà. Pourquoi une femme peindrait-elle la lumière puisqu'elle est lumière? Oh, quelle poésie! Vous avez entendu, Hugo, ce que vient de dire votre ami? La femme est lumière. Notre jeune ami est sans doute wagnérien. Wagner est mon seul maître. Nous pensions que c'était la nature. C'est exactement la même chose. Léger suspens, un silence incertain se glisse là. J'ai beaucoup aimé votre église des Capucins, votre palais Liechtenstein, sans compter votre église des Augustins. Vous ne peignez que des bâtiments. J'aime la pierre. Adolphe trouve dans la pierre une fermeté qui tient le coup dans le monde d'aujourd'hui. Les pierres défient le temps.
Elles sont pleines d'enseignements pour qui sait les entend. Ah, les pierres lui parlent, c'est un poète. Et quel est cet enseignement? Quelque chose de solide, sur quoi l'on peut s'appuyer pour bâtir. Quelque chose qui ne risque pas de dégouliner. Oh, mais qu'est-ce qu'il pourrait dégouliner? Tous ces cheveux de femme nue que peint Monsieur Klimt. N'est-ce pas un dégoulinage abject? Très long silence. Chacun est sidéré par cet éclat. Asseyons-nous pour le thé. Vera, le thé. Vous voudrez bien m'excuser. Les affaires m'attendent. Je dois partir. Au revoir, mais à demain, Adolphe. Restez encore un instant, cher Adolphe. Je me fais tellement de soucis pour Hugo. Je suis rassurée qu'il est un ami comme vous. C'est un artiste comme vous, mais il n'a pas votre force. Vous savez qu'il a des idées noires. Il m'en a parlé. Mais pourquoi est-il si triste, Adolphe? Je crois qu'il n'est pas sûr de son idéal. Oh, pas d'idéal, mais tout le patient de la musique, la poésie, les idées d'aujourd'hui. Ça ne suffit pas. Il faut autre chose pour faire face à la pourriture d'aujourd'hui. La pourriture, que voulez-vous dire? Notre empire est en train de pourrir. Vous ne le sentez pas? Vous ne sentez pas cette odeur de décomposition qui nous entoure? Une odeur. Vous ne la sentez pas? Elle est partout. Partout, partout. Même ici, oui. Même ici. Vous sentez une odeur ici? Oui, je la sens. Et c'est ça qui rend votre Hugo malade. Refuge municipal, quelques jours plus tard. Molly et Anish sont attablés au réfectoire. En retrait, Adolphe lit. Hier, j'ai vendu 3 toiles, 20 couronnes chaque. Et j'ai une grosse commande pour un boutiquier hongrois, Human, et une autre pour un certain Morgenstern, encore un juif. Adolphe, nous voilà assez riches pour quitter ce refuge de misère et aller s'installer au foyer de la Brigitanao. Oh, la directrice, elle adore les livres. Elle y a installé une immense bibliothèque. Une bibliothèque? Adolphe n'a plus besoin de bibliothèque. Il a lu tout ce qu'il faut lire. Tu te trompes. J'ai encore beaucoup de choses à lire. Quand je les vois tous, entassés comme des bêtes, je pense à l'avenir. Je veux faire construire des logements neufs. Qui va construire ces logements? Un jour, je le ferai. Je serai architecte et je le ferai. Tu vas devenir architecte. Oui, je deviendrai architecte. Et je ferai construire des logements où on aura droit à la lumière, à l'eau propre, à des légumes verts. Oh, des légumes. Oui, des légumes. La viande donne des flatulences. La flatulence abdominale, tu sais ce que c'est, non? Le tabac et l'alcool aussi seront interdits. Et le sexe? Quoi, le sexe? Ah, le sexe, c'est bon ou c'est pas bon? Pauvre imbécile, tu ne sais pas de quoi tu parles. Le sexe est la pire et la plus belle des choses. La plus belle quand elle est au service de notre flamme sacrée, de notre pureté vitale. Tu comprends ça? Non. Non. Ben, je sais pas non plus ce que c'est la pureté vitale. Adolphe, tu ne vois pas qu'il te fait marcher? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie en dehors du tabac, du lard ou du sexe qui te fasse rêver? Je parie que tu rêverais d'être fonctionnaire. Et toi, mon pauvre Adolphe, sais-tu seulement ce qu'est la vie d'un fonctionnaire? D'abord, ne dis pas pauvre Adolphe, tu veux pas prendre mon poing dans la gueule. Ensuite, tu ne connais rien à ma vie. Figure-toi que je n'avais qu'un geste à faire pour devenir fonctionnaire. Mon père était inspecteur des douanes. Inspecteur des douanes? Tu aurais pu. Oui, rêver que je sois son double. J'aurais eu comme lui un bel uniforme de crétin, une sainte femme que j'aurais battue, et un fils qui aurait reçu sa raclée parce qu'il n'aurait pas voulu ressembler à son père. Comment était-il devenu fonctionnaire? Ton grand-père l'était déjà. Non. Et ton grand-père, il faisait quoi? Celui-là, c'était un salopard encore pire que mon père, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Mon grand-père, on ne sait pas qui c'est.
l'heure où... Ou Frankenberger. Ma grand-mère est tombée enceinte quand elle était placée chez ces juifs. Bureau de Freud. Hugo est entré précipitamment. Freud est derrière le divan, un cigare à la main. J'ai failli ne pas revenir. Vous êtes tellement grossier. Comme lui. Oui, comme lui. Comment pouvez-vous faire ce métier si vous n'avez aucun sens de la délicatesse? Vous profanez ce qui est poétique en utilisant des mots obscènes. Je me demande ce que je fais avec vous. Soyez moins évasif. Quel mot obscène ai-je employé? Le mot corps, c'est laid, c'est grossier. Parler du corps de maman. Ce n'est pas dans ce sens que le mot est obscène. C'est quand vous avez dit... Le corps de sa femme. Oui, c'est quand vous avez dit ça. N'est-elle pas sa femme? Si, elle est sa femme, mais... Mais pas par le corps. Oui, pas par son corps. Dans votre souvenir, vous disiez qu'il l'avait prise dans ses bras. Quoi de plus banal? Un homme prend sa femme dans ses bras. Vous n'écoutez pas. Je vous disais qu'il la prenait dans ses bras, mais que le corps de la pauvre chérie était absent. Totalement absent. C'est ce que vous disait son regard? Oui. Pourquoi dites-vous la pauvre chérie? Vous ne comprenez rien. La pauvre chérie, c'est une façon de dire qu'elle était forcée, qu'elle était obligée de subir. Vous le sentez? Évidemment que je le sens. Cependant, vous n'êtes pas elle. Quand il a mis les mains sur elle, c'était comme si... Comme si vous étiez elle. Oui. C'était horrible. Ces grosses mains ignobles. Qu'est-ce qu'elle voulait saisir? Je vous l'ai déjà dit, elle voulait son âme. Elle voulait saisir la petite mésange? Oui, la mésange. Le crétin croyait qu'il suffisait de toucher son corps. C'était un crétin parce qu'il ne savait pas que ce corps était frigide. Comment? C'était un crétin parce qu'il s'imaginait que ce corps aurait pu être réchauffé. C'était un crétin parce que ses grosses mains grossières auraient voulu acquérir le contraire de la grossièreté. Quand les grosses mains ignobles de votre père se posaient sur elle, pourquoi ne lui disait-elle pas non? Je vous ai dit qu'elle hurlait à ce moment-là. Non. Vous avez dit qu'elle hurlait silencieusement. Oui. Et dans le silence, j'entendais son cri. Et elle savait que je l'entendais. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi ne criait-elle pas à haute voix? Très long silence. Hugo sort de chez Freud. Il arrive dans la rue où Adolphe l'attend. Freud est épouvantable. Pourquoi y retournes-tu? Il est d'une grossièreté. On voit que tu n'as pas à faire la grossièreté du refuge. Je vais à l'opéra ce soir pour changer d'ambiance. Tu veux venir? Non. Il y a une réunion chez Scheneret. Scheneret? Le leader des extrémistes? Ça t'intéresse? Je n'aime pas tellement ces antisémites irrationnels. Je croyais que tu ne supportais pas la grossièreté. Je sais, mais... Bureau de Freud, quelques jours plus tard. Carl Gustav Jung est en visite chez Sigmund Freud, qui lui montre sa lettre. Vous m'étonnez, Gustave. Vous qui êtes si direct, pourquoi une telle précaution? Je n'avais pas envie que vous voyiez ce garçon en sachant tout de suite pourquoi, à mon avis, c'était vous et vous seul qui deviez le recevoir. De plus en plus mystérieux. Quand Hugo m'a parlé de sa phobie à l'égard des Juifs, j'ai pensé qu'un jeune homme comme lui, passionnément révolté, devait se sentir très coupable de sa haine contre le Dieu des Juifs, contre Dieu le Père. Vous êtes très freudien, Gustave. Peut-être même un peu plus que moi. Oui, sur ce point, notre jeune ami ressemblerait étrangement à notre cher Oedipe. Le problème, professeur, c'est ce que j'ai appris de la famille von Plast. Pour commencer, le grand-père maternel était juif. Quoi?
Hugo ne le sait pas. Et vous, comment le savez-vous? Je suis un ami de la famille. Je sais également que ce grand-père sur son lit de mort était accablé du remords de s'être converti. Eh bien, je crois que Hugo expie la faute du grand-père. Alors ça... Vous êtes sûr de cette histoire? Ah, le grand-père a changé de nom. En fait, il s'appelait Abramovitch. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Si la phobie d'Hugo ne vient pas de lui, mais de son grand-père, il y a une question. L'esprit d'Hugo ne pourrait-il pas avoir accès à quelque chose qui lui préexiste? Je vous vois venir, Gustave. Venir où? Je vous vois revenir à votre démarche mystique, à savoir cacher sur quelque chose qui serait en dehors. Je crois avoir démontré que le rêve ne vient pas des dieux, mais de cette chose intérieure à l'homme que j'ai nommée inconscient. Vous ne pensez donc pas que Hugo puisse avoir accès à un savoir inconscient sur cet autre qu'était le grand-père? Sans doute que si, mais pas de façon directe. Je crois qu'il peut lire dans sa mère comme dans un livre ouvert, étant donné la relation incestueuse qu'il a avec elle. Relation incestueuse. Ah, vous n'avez pas perçu leur incroyable relation fusionnelle? Vous parlez d'un désir infantile. Évidemment. Si ce désir a existé, n'est-il pas oublié? Si. Ben, s'il est oublié, il n'existe plus, il est dépassé. Si, il existe. Conservé par l'oubli. Vous mettriez-vous à douter du refoulement, Gustave? Peut-être. Vous abandonnez complètement ce que j'ai découvert. La loi existe parce que le père impose l'interdit de l'inceste. Cher professeur, vous êtes en train de décrire les Hébreux recevant dans la crainte et le tremblement le don de la Torah sur le Sinaï. Peut-être. Vous voulez arracher la psychanalyse au danger d'un ghetto pour lui donner une portée universelle. Et là, vous la ramenez à la tradition locale d'un dieu juif. Si ce que vous dites était vrai, Eh bien. alors j'aurais échoué sur toute la ligne. Mais non. Pourquoi n'y aurait-il pas en vous des racines bibliques qui organisent, structurent votre inconscient? De même que pour vous, il y aurait des racines germaniques qui structureraient un autre inconscient. Exactement. Il y aurait un inconscient sémite, déterminé par une loi biblique, et un inconscient arien... Déterminé par les mythes germaniques. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi faites-vous cette tête, professeur? Je suis épouvanté, Jung! Le soir, dans sa chambre, Molly finit d'écrire à sa sœur Bertha. Hier, dans la forêt, Adolphe m'a dit qu'il espérait épouser une jeune fille comme moi. Parce que j'avais tout ce qu'un homme comme lui attendait de trouver chez une jeune fille allemande. Absolument tout, sauf une chose. J'ai demandé tout, sauf quoi? Il m'a répondu que malheureusement, je n'étais pas végétarienne. Et que ça empêchait tout rapprochement entre nous. Que ce n'était pas ma faute. Car mes parents faisaient partie des Allemands qui avaient oublié que nos ancêtres, beaucoup plus humains que nous, ne trouvaient pas normal de tuer les animaux pour les manger. C'est aussi emporté contre les curés. Ils nous font croire que Jésus est né à Bethléem, alors qu'il est né dans l'Himalaya, là où les gens ne mangent que du blé et de l'orge, car ils ne veulent pas de mélange de sang avec les bêtes. Wagner l'a dit. Est-ce que tu crois que monsieur le curé est au courant de toutes ces recherches modernes sur la nourriture de Jésus? Moi, je me fais du mauvais sang parce que, si j'ai bien compris, Adolphe m'aime beaucoup, mais il trouve que mon sang n'est pas formidable du point de vue de sa composition. Ta sœur qui t'aime, Molly. Vienne au printemps 1910. Il y a une soirée d'études dans la bibliothèque du foyer du Mannerheim. Foyer où Adolphe est désormais pensionnaire grâce aux recommandations de la baronne von Klass. Un conférencier fait face au public. Les pensionnaires, Lieberman, Adolphe, accompagné de Molly, écoute. La directrice fébrile présente son invité. Eh bien, comme vous le savez, le professeur Palowski enseigne l'histoire des idées politiques dans notre faculté. Il vient nous parler ce soir du défi lancé aux nations européennes. Eh bien, vous avez la parole, professeur. Merci. Viens, messieurs, hérite de l'idée de liberté inventée à Athènes
de l'idée de fraternité des peuples inventée en France. Ah, juste une question, professeur. Il paraît que vous êtes né à Munich. Pourquoi n'enseignez-vous pas là-bas? Excellente question! Pourquoi j'ai choisi d'enseigner à Vienne? Eh bien parce qu'il y a dans l'unité de cet empire où coexistent 10 nations, 3 religions, 10 langues, l'idée d'un homme supranational, supraculturel. Excusez-moi, professeur. Dites-nous un peu comment elle se transmet aux Autrichiens, là? Votre idée d'un homme supranational? Par la connaissance des lois, par l'école, la religion. Les lois! Quelles lois? Les lois votées au Parlement pour faire croire aux miséreux à la moralité de ces lois qui les font vivre dans des taudis? Je veux bien que vous soyez marxiste. Ce n'est pas une raison pour dénigrer nos lois. Elles ont prévu que même les plus démunis puissent accéder à notre école, notre armée. Oui, parce qu'elles ont prévu que les indigents admirent tellement votre richesse, votre culture, qu'ils ne demandent rien d'autre que de devenir des esclaves, inconscients de votre système. Je ne comprends pas ce que tu dis, Lieberman. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu dis que les indigents sont inconscients. Ouais, c'est ça, inconscients. Et qu'est-ce que ça veut dire, inconscient? Comment peut-on être inconscient de son malheur? Quand ils vont à l'école ou au catéchisme, on leur apprend à respecter le bien des puissants. Et ils deviennent esclaves, sans le savoir. Comment ça, sans le savoir? Dis-moi, Lieberman, quand il y a la guerre, et qu'ils sont fiers de faire le sacrifice de leur vie, par amour pour leur patrie, ils ne savent pas ce qu'ils font? Non! Ils ne savent pas que le mot patrie est une invention des capitalistes, et qu'ils se font tuer pour défendre leur système. Messieurs, le débat est trop passionné. Je propose que nous en restons là pour aujourd'hui. La salle de réunion se vide. Alors, Lieberman, pour toi, il n'y a rien de sacré. Ce qui est sacré pour nous, c'est le droit à la justice et à la dignité pour tous les miséreux. Hein? Tu croyais, Adolphe, que tu étais indigné par la misère? Adolphe reste seul. Comment ça marche, le truc des rouges? Il renverse le sens des mots, et ça marche. Ça marche parce que c'est vrai. Le peuple est inconscient. C'est ça. Inconscient. Vienne, 11 mars 1910. Le maire, Karl Weger, vient de mourir, laissant face à face les extrémistes de Schönreuth et les communistes. Sur le perron des von Klast, Adolphe sonne à la porte. Vera ouvre et le fait entrer dans le salon. Il est encore mal à l'aise dans ce lieu aristocratique. Merci d'être venu, Adolphe. J'avais tellement envie de vous voir. Alors, vous êtes bien au Mannerheim? Je n'oublierai jamais que sans vous... Oh non, mais c'est cela, c'est tellement naturel d'aider les artistes. Et puis vous faites tant de bien à Hugo. Vraiment. Ah, vous savez qu'il a été troublé par ce que vous lui avez dit sur Schönreuth. Qu'est-ce que j'ai dit? Et vous lui avez dit que vous ne l'accompagneriez pas à cette réunion car vous n'aimiez pas la grossièreté de ces gens. C'est exact. Mais je suis comme vous. Je hais cette grossièreté. Comment mon Hugo peut-il fréquenter cette racaille? C'est pour cela qu'il va si mal. Sans compter Sans compter cet énergumène qu'il va voir 3 fois par semaine. le docteur Freud. Oui, cet obsédé sexuel. Mais franchement, Adolphe, maintenant qu'il est clair que je n'ai plus aucune influence sur Hugo, il n'y a que vous qui puissiez l'aider à s'orienter. Oh, si vous saviez. Je ne vous ai pas dit le pire. Le pire? Je peux vous parler, Adolphe? Quand je vois Hugo avec la bande de Schönreuth, c'est atroce. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Mon père était juif, Adolphe.
Son grand-père est juif. Il s'est converti. Pourquoi? Par la vérité. J'entends encore ses frères le traiter de traître. Et aujourd'hui, j'entends Hugo traiter les Juifs. De traître? Oui, j'entends cela. Adolphe se lève. La baronne le reconduit à la porte. Merci d'être là, Adolphe. Voulez-vous venir demain avec Hugo? Des gens importants viendront nous expliquer la nouvelle situation politique. À demain, n'est-ce pas? Le lendemain soir, dans le même salon des fins de classe. La baronne, le père Johann, Hugo et Adolphe. Le père Karl pense que la mort de Karl Lueger est très inquiétante. J'exagère, père? Vous le savez, j'étais loin d'être infidèle de notre mère Lueger. Mais je reconnais aujourd'hui que sans lui, le péril rouge est encore plus préoccupant. Sans Karl Lueger pour les contenir, eh bien je crains le pire. Oh, le pire! Karl Lueger aimait le Christ. Il aimait l'empereur. Il critiquait les Juifs, mais n'a jamais rien fait contre eux. Avec lui, on n'avait pas honte d'être antisémite. Oh, avec lui, on ne pouvait même plus parler d'antisémitisme. Il était si distingué. Et ce n'est pas pour rien que nous, les femmes, l'appelions le beau Karl. Oui, eh bien, en l'absence du beau Karl, il faut annoncer des choses fortes que le peuple chrétien puisse entendre. Il faut apprendre aux hommes et aux femmes de ce pays à relire l'Évangile. C'est urgent. Par exemple? Par exemple, la propagande des Rouges est basée sur une idée séduisante, une loi de haine, la lutte des classes. Eh bien, réapprenons à découvrir qu'avec l'amour en Jésus-Christ, nous sommes affranchis de toute loi, libérés de la loi terrible de Moïse, comme de la loi haineuse de M. Karl Marx. Et libérés par quoi? Mais par l'amour, Adolphe, par l'amour. Pourquoi l'amour libérerait-il le peuple? Oh, il est merveilleux. Pourquoi l'amour libère-t-il? Vous n'avez jamais aimé, Adolphe? Si. Alors? Lorsque nous aimons sur le mode absolu qu'évoque Madame la Baronne, nous sentons quelque chose que les marxistes ne peuvent plus ressentir, que nous sommes voués à éprouver un amour sans limite, universel. Comme si nous étions tous frères. Oui, comme si nous étions tous frères. Frères et sœurs. Fils et filles d'un même père. Dans la rue, un peu plus tard, Hugo et Adolphe semblent encore très animés par la discussion. Tous frères et sœurs. D'où vient cette foutaise? Ce sont les Juifs qui font croire ça. Pourquoi ils font croire ça? Ils font ça par intérêt. Ce sont des traîtres. Des quoi? Des traîtres. Où as-tu entendu ça? Je n'ai pas besoin de l'entendre, je le sais, c'est comme ça. Comment comme ça? C'est pas les choses comme ça, quelqu'un te l'a dit. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise. Je l'ai toujours su. Il y a un grand spécialiste à Vienne, Guido von List, qui explique ça mieux que moi. Tu t'emmènes l'entendre demain? Le lendemain, bureau de la revue Ostara. Consacré au développement du racisme le plus fanatique qui n'ait encore jamais existé à Vienne, Ostara se présente comme la bibliothèque des blonds. Guido von List en est le maître à penser. C'est funérailles nationales pour notre mère Lueger, mais quelle escroquerie! Avez-vous assisté à cette pitrerie, mademoiselle? Oui. Et vous, Hugo? Nous avons eu hier soir une réunion avec le père Johann pour parler de la situation et de l'avenir. Ah, celui-là, j'imagine mot pour mot ce que cette fripouille a bien pu vous dire. C'est une fripouille. Hier, le père Johann a dit quelque chose d'intéressant, que la loi de Moïse et celle de Marx étaient la même. Je connais sa chansonnette sur la loi biblique. Pendant que votre attention est détournée, il vous vend sa nouvelle loi, celle du petit Jésus, et ça marche presque à tous les coups. Qu'est-ce que vous appelez la loi de Jésus? La loi de l'amour. Alors d'un côté, il a dû vous dire qu'on n'a plus rien à voir avec les Juifs, et de l'autre, il a dû vous ramener à Jésus sans vous dire naturellement qu'il était le plus juif des Juifs.
Comment ça, le plus juif des juifs? Premièrement, sa mère était juive. La Sainte Vierge était juive? Mais tu savais ça, Adolphe? Et il était le plus juif des juifs, car il a pris sur lui de dire que son père était le Père universel, que nous avons tous le même père, vous, moi et des juifs comme Adler, Marx, Freud. Ils sont juifs? Oh, vous ne le saviez pas? Eh bien oui, nous sommes tous frères. Les Tchèques, les Slaves, les Tziganes sont aussi nos frères. Et ce n'est pas vrai? Voici un excellent exemple. Cette adorable jeune fille blonde nous montre comment les Allemands peuvent être contaminés par des gens comme le père Johann. Qu'est-ce qu'il veut dire, Adolphe? Tais-toi. Mais pourquoi devrait-elle se taire? Laissez-la parler. Posez votre question, mademoiselle. Le père Johann est mon confesseur. Hugo, Le père Johann, il ne m'a jamais contaminé. vous m'aviez pas prévenu. Tout à l'heure, vous parliez de la corruption des Allemands par l'Église. Votre ami à l'oreille fine, Hugo. Je disais ceci. Quand nos ancêtres allemands se sont convertis au catholicisme, ils ont oublié la force qui était dans leur sang. Je ne comprends pas. Comment ont-ils pu oublier leur force? Vous croyez que pour se maintenir, la force puisse se diluer? Non. Il n'y a que les juifs qui ne diluent pas leur sang. Vous croyez que c'est un hasard? Ils gardent leur force. Les chrétiens comme Luger et le père Johann les aident. Vous ne dites rien, Hugo. J'étais en train de penser que vous écriviez parfois des choses un peu contradictoires avec ce que vous êtes en train de dire. Oui, j'ai écrit que parfois des juifs de génie, Spinoza par exemple, attaquent le judaïsme avec beaucoup plus d'intelligence que nous. En revanche, mon cher Hugo, jamais je ne dirais ça de votre ami, le docteur Freud. Hugo, vous n'allez quand même pas me dire que vous êtes dupe de ce que peut écrire ce Freud. Parce que vous n'êtes pas dupe. Je ne suis pas dupe d'un monsieur qui nous vend l'idée d'un inconscient juif. Son fameux désir pour l'objet sexuel, qu'est-ce que c'est? C'est le désir d'un juif brun pour les ariennes blondes. Ça ne va pas plus loin que ça. Il suffit de savoir lire. Monsieur Freud, quand il écrit, fait comme s'il parlait très bien l'allemand, pour qu'on ne se rende pas compte qu'en vérité, il parle hébreu. Hugo, vous êtes dupe de ce Freud. Et vous, monsieur Adolphe, vous êtes comme votre ami ou pas? Au sortir de la revue Ostara, Adolphe marche dans la rue d'un pas vif. Molly le suit avec peine. Tu savais, Adolphe, que la Sainte Vierge était juive? Adolphe marche comme un automate. J'ai bien vu que t'as l'air étonné quand le spécialiste t'a dit qu'Adler et Marx étaient juifs. Et le docteur Freud aussi. Ils sont calés, tous ces juifs, tu ne trouves pas? Adolphe continue à marcher. Et moi qui croyais que tu savais tout! Bureau de Freud. Freud est assis dans son fauteuil avec un cigare. Hugo est allongé sur le divan, une bouteille de schnapps à la main. Quel effet ça fait, cher professeur, d'avoir sur son divan, depuis plus d'1 an, un antisémite. Un vrai. Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas parce que c'est la règle du jeu. Un peu facile, non? Je vous imagine dans votre petit cénacle du mercredi soir. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir leur raconter au sujet de ce jeune homme de bonne éducation, musicien, amateur de Nietzsche, de Rilke, de Goethe, de Schnitzler, et en même temps réceptif aux éruptations de Schoenhauer, de ce diable rejeté par tous les bons libéraux. Je vous vois d'ici exposer mon cas. Messieurs, est-ce que ma théorie du complexe de type permet d'analyser la haine fanatique de ce jeune homme raffiné? Professeur, oui. Professeur, c'est assez banal de nos jours. Professeur,
Professeur, votre guip est inutile. Ce sont des gens qui n'affirment leur volonté de puissance que par la haine. Hugo, regagne le divan. Non. Alors, professeur? Quoi d'autre? Comment? Quoi d'autre? Vous n'avez rien d'autre à me dire? Vous foutez complètement de ce que je vous dis. Je vous hais, professeur Freud, et ça ne vous fait ni chaud ni froid. Ce n'est pas parce que vous le dites que je suis obligé de vous croire. Alors là, je dois reconnaître que je m'attendais pas à celle-là. Il ne va pas tarder à me dire qu'il m'aime. Bien sûr que je vous aime. Le vieux salaud adore mon argent. Il se fout de moi. Ah oui, j'adore votre argent. Ce qui est terrible, professeur Freud, c'est qu'il est bien possible que vous m'aimiez. Et c'est même pour cela que je vous hais. Normalement, on m'aime pour mon éclat. Je vais au Jockey Club, au Lao Tennis Club, et je donne des concerts privés. Le plus souvent, Schubert, Chopin. Et les dames se parlent. Lorsque je joue, le regard de maman est sur moi. Il se nourrit de la perfection dont j'étincelle. Je lui donne ce qu'elle attend et qui lui permet de dire, sans le dire, mais tout le monde l'entend. C'est mon fils. Qui pourrait résister à des jeux comme ça? Non mais voyez cette brillance inégalable. Ils voient tous cette brillance. Ils l'entendent tous. Bande de cons. C'est pour ça que je vous hais, professeur Freud. Ne faites pas partie de cette bande. Qu'appelez-vous un con, cher ami si brillant? Un con, c'est celui qui ne sait pas que plus je suis vrai dans le rôle que je joue pour lui, plus je lui mens. C'est donc celui que vous pensez tromper. Oui. Il y a donc deux sortes de spectateurs. Les cons, ceux que vous trompez, qui ne savent pas qui vous êtes vraiment, et l'autre. Le grand spectateur. Celui qu'on ne peut pas tromper. Dès que je l'ouvre pour dire voilà ce que je suis, il répond. Tu mens? Tu n'es pas ça? Ce salopard me gâche la vie. Il y a des gens qui n'ont pas affaire à lui. Adolphe, par exemple, quand il parle, il n'a pas de doute. Les mots sont à lui. Il est propriétaire de ce qu'il dit. Vous voulez dire que vous êtes seulement locataire de la parole? Oui, oui, moi je ne suis qu'un pauvre locataire qui entend le grand spectateur me dire que j'ai oublié de payer le prix du loyer. Le salaud sait que je n'ai pas les moyens de payer, que je paie avec de la monnaie de singe. Comment savez-vous qu'il le sait, s'il se trompait? Il ne peut pas se tromper. Je sais qu'il le sait, c'est comme ça. D'après vous, sait-il que vous savez qu'il sait? Oui, le salaud sait que je sais qu'il sait que je sais. Que vous êtes un faux monnayeur. Écoutez, professeur, s'il est vrai que je sais fabriquer de la fausse monnaie, est-ce que cela implique que je connais le secret de fabrication du vrai? Pourquoi ne suis-je pas comme Adolphe ou Guido von List? Eux, ils savent ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont ce qui est là depuis toujours. Cette chose sacrée, le sang des ancêtres. Rien n'est sacré pour vous, professeur Freud? Si, mais pas le sacré à 100 sous. C'est quoi, le sacré à 100 sous? Les idoles. Le sang arien, c'est une idole? Une idole, assez à la mode. Pourquoi cela donne tellement de force d'aimer une idole? Est-ce que vous savez, professeur, pourquoi votre Dieu le Père a été un foutu de dire aux Juifs la vraie règle du jeu à observer pour qu'ils ne soient plus persécutés par lui? Vous allez me le dire? Oui, je vais vous le dire. Parce que votre putain de Dieu le Père était antisémite. Il voulait faire chier son monde. Ah, c'est pas bête. Et puis un jour, il s'est dit, je vais leur pardonner et leur envoyer mon fils, ils n'auront qu'à l'aimer et à le manger, et ils ne seront plus inquiets. Oui, il faut reconnaître que c'est quand même plus facile, non? Il ne nous demande pas de penser, juste de l'aimer. Il n'y a qu'un seul problème, professeur Freud. C'est que ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je ne peux pas y croire. Quand je l'entends crier sur sa croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Est-ce que je peux cesser de me sentir abandonné si lui n'a pas pu résoudre la question? Ça ne va pas du tout, mon père. Il faut me confesser, je ne m'y retrouve plus. Mais calmez-vous, mon enfant. Hier, Adolphe m'a emmené chez les savants. Quand on est sorti de chez eux, il m'a demandé si j'avais réalisé que c'était des génies. Oh, ces messieurs, c'était des gentlemen, hein, c'est sûr. Ils m'ont salué avec leurs talons qui claquent, tout ça, mais ils ont dit des choses tellement bizarres. Mais quoi? Ça m'a retourné. C'était dans le bureau d'un journal, Postara, enfin, quelque chose comme ça. Un grand journal scientifique qui s'occupe de l'avenir de l'humanité. Vous le connaissez, mon père? Oui. Parce que eux, ils vous connaissent. Je sais. Ils ont parlé de vous. Et ce qu'ils ont dit, ben, ça m'a retourné. Novembre 1911. Nouvelle soirée d'études dans la bibliothèque du foyer du Manhattan. La directrice présente sa nouvelle invitée. Je suis heureuse de saluer la régularité de ces réunions qui montrent combien nous sommes intéressés par la compréhension des multiples problèmes culturels. Nous accueillons ce soir Madame le professeur Kreisbich qui a enseigné la philosophie à Prague. Eh bien, vous avez la parole, professeur. Alors, aujourd'hui, d'un côté l'on base et de l'autre, on pérore dans nos cafés, autrefois dans la cité grecque. La parole et la musique. Apollon et Dionysos n'étaient pas divorcés. Quand la parole de l'acteur épousait le chant du cœur, le peuple était unifié par ses épousailles. Unifié par le spectacle, par l'accord de la parole et de la musique. Qu'est-ce que c'est que ce baratin, professeur? Bon, vous essayez de nous faire croire qu'à cause d'une opérette, il n'y aurait plus les riches d'un côté et les pauvres de l'autre? Ah, ça m'aurait étonné que M. Lieberman ne nous récite pas son catéchisme rouge. Oui, ça m'aurait étonné, Lieberman, que vous soyez capable de concevoir que certains puissent s'élever au-dessus de ces instincts égoïstes, que vous excitez avec votre soi-disant multiclasse. Ah, mon cher Adolphe, c'est dommage que tu te mettes à hurler dès que tu as quelque chose à nous dire. Hein? Ah ben, tu nous prives du plaisir de t'entendre avec cette petite voix perçante. Mais dis-nous, Adolphe, où il est là? Et qui est-il, celui qui est passé à côté de ces instincts? Je ne réponds pas aux voyous socialistes. C'est dommage qu'Adolphe ne sache répondre que par l'insulte. Il suffirait, messieurs, que les participants soient un peu moins passionnés pour que notre discussion devienne passionnante. Il me semble que Madame le professeur, en nous renvoyant à la cité grecque, nous invite peut-être un parallèle audacieux avec l'actualité de l'Empire. Juste une remarque, les valeurs universelles d'aujourd'hui qui sont chrétiennes sont très différentes des valeurs païennes de la cité grecque. Puis-je poser une question, professeur? Le jour où nous assisterons à la réalisation du grand Reich allemand, elle se fera, selon vous, madame, grâce à la proclamation de valeurs chrétiennes ou bien païennes? Et si ce n'était ni l'une ni l'autre, s'il vous appartenait à vous, aujourd'hui, d'inventer des valeurs absolument nouvelles. Vienne au printemps 1912, dans les jardins du Prater. Sigmund Freud arrive près du kiosque à musique. Adolphe vend ce jour-là ses aquarelles. Freud les regarde longuement. Cette aquarelle du Reichstag est intéressante. C'est 20 couronnes. C'est cher. Bon, le bâtiment est très bien proportionné, tout est parfaitement reproduit. Oui, tout y est. Non, pas tout. Là, il manque quelque chose. Je sais. Pourquoi?
C'est comme ça. Vous n'aimez pas la statue d'Athéna? On peut dire ça, oui. Laissez-moi deviner pourquoi. Parce qu'elle est trop bien proportionnée. Je parie que vous êtes influencé par l'art moderne qui cache les proportions humaines. C'est très visible là. Là, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dessiné quelques personnes devant le Parlement. Et leurs corps sont tout à fait disproportionnés, n'est-ce pas? C'est voulu, bien sûr. Ils sont disproportionnés. Et regardez cette tête là, elle est presque aussi grosse que le front. Et ses bras là, aussi longs que les jambes, vous voyez? Oui. Hein? C'était pas voulu. Je m'intéresse essentiellement aux proportions des bâtiments. Pas à celles des hommes. Alors c'est pour ça que vous n'avez pas représenté l'Athéna. Là, je n'arrive pas à lire. C'est votre signature, Adolphe. Bon, vous prenez le tableau ou pas? C'est 20 couronnes. Vous n'avez pas répondu. Vous voulez savoir pourquoi j'estime qu'on n'a pas besoin du regard de cette grecque sur la Ringstrasse? Ah oui. C'est parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Ces députés qui font comme s'ils votaient des lois au nom de la déesse raison et des droits de l'homme, ça me dégoûte. Ils savent très bien qu'à Athènes, l'esclavage était permis. Les députés qui font comme si. Allez, lâche Peter Belgas. Vous verrez des malheureuses qui se vendent comme des esclaves. Elles perdent leur dignité. Les hommes, eux, gaspillent. Gaspillent leur semence. Et alors? Cette semence appartient à la patrie. Vous ne savez pas que la patrie a besoin d'enfants? Vous prenez le tableau ou pas? Non. Dans les ruelles des bordels de pierre, Hugo et Adolphe se trouvent devant les tavernes malfamées. Les prostituées semblent attendre d'éventuels clients. Hugo s'est laissé entraîner à l'intérieur d'une de ces tavernes, alors qu'Adolphe résiste à la proposition pressante de Greta. Alors, tu fais un verre? Non, je ne bois pas. Oh, tu ne bois pas. Je ne bois jamais. Ah, c'est parce que tu es radin? Oui. Et Olga, et avec toi, je vais te présenter Monsieur Radin. Hé, bonjour, monsieur Radin. Je m'appelle Adolphe. Et pourquoi tu rentres pas au moment avec nous? J'attends mon ami. Oh, comment elle s'appelle, ton amie? Hugo. Bon, mais alors c'est pas une femme que t'attends, hein? Non, ce n'est pas une femme. Tu préfères attendre les hommes? Hugo, je m'en vais. Mais pourquoi? Tu n'es pas bien ici avec nous? Si, je suis très bien et vous êtes très jolie. Ah, eh ben tu vois que Monsieur Radin aime les femmes. Je m'appelle Adolphe. Oh, Adolphe. Ma copine ne nous a pas présentés. Je m'appelle Olga. Alors, c'est vrai ce que tu as dit? Que tu me trouves jolie? Ou bien tu as dit ça comme ça par politesse, parce que tu es un garçon poli, hein? Je suis poli et tu es jolie, ça n'empêche pas. Ah. Et c'est vrai ce que disait Greta? Que tu fais pas un verre aux jolies filles? Si, je paye un verre aux jolies filles et surtout à toi. Ah, tu es gentil, Adolphe. Est-ce que tu veux m'embrasser? Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu embrasses pas les filles, Adolphe? Si, j'embrasse les femmes. Oh, ça te plaît ici? À qui il appartient cet endroit? Abramovitch. Comment? À Abramovitch. C'est pas possible. Adolphe s'échappe. Il marche devant lui, apparemment sans savoir où il va. Sous ses yeux se dévoile le visage d'une Vienne maléfique. Sa déambulation le conduit au banc sur lequel 3 ans et demi auparavant, il a passé la nuit de ses 20 ans. Rapidement, le chien Wolf arrive. Je t'attendais, Wolf. Si je ne t'avais pas avec qui je pourrais parler. Ce soir, j'ai vu le filet. Oui, Wolf. Ils ont mis un filet qui en sert tout et tu vois, les mailles sont très fines, comme ça les poissons ne peuvent pas sortir. Ils ne savent même pas qu'il y a un filet. Ils sont inconscients d'être dans ce filet de pêcheurs. S'il y en a un qui n'est pas inconscient, c'est le pêcheur. Le juif. Lui, il sait que la moisson est bonne.
voit dans son filet de maquereau tout ce qu'il ramène. Il y a les pauvres prostituées, dans le filet d'Abramovitch. Pauvre Hugo, dans le filet de Freud. Les pauvres syndiqués, dans celui de Marx et Adler. Les pauvres chrétiens, dans celui de Jésus, Marie, Joseph. Ils y sont tous. Ils ne le savent pas, mais moi je le sais. Qu'est-ce que je dois faire contre toute cette saloperie que je suis seul à voir? La nuit se fait de plus en plus profonde. Vienne, hiver 1912. Sur le seuil de son bureau, Freud avec Carl Gustav Jung. Nous n'allons sans doute plus nous revoir. Je voulais que vous sachiez ce qu'un jour je n'ai pas osé vous dire. Ce jour-là, je vous ai menti. Et depuis, je suis furieux contre moi. Cela fait 4 ans que cela dure. 4 ans? Il y a 4 ans, nous étions totalement proches. Non. Nous ne l'étions plus. Je voulais laisser croire. Je n'osais pas vous parler. Vous me parliez pendant des heures. Je n'osais pas vous contredire. Vous n'êtes pas très psychologue, professeur. Vous évoquiez un mensonge. Oui, très précis. C'était sur le bateau pour l'Amérique. Je vous ai raconté un rêve. Vous avez interprété ce rêve et à l'instant même, j'ai su qu'entre vous et moi, c'était fini. Vous vous en souvenez? Non. N'est-ce pas extraordinaire? Un mot de vous a fait basculer ma vie, mais vous ne vous en souvenez même pas. L'interprétation que je vous avais donnée était inadéquate complètement. Vous l'aviez voulu? Ben non. C'était ça le mensonge. J'ai fait comme si... À supposer que je me sois trompé, ça m'arrive souvent. Bon, vous ne voulez pas me rappeler ce rêve? Jung s'assoit sur le divan. J'étais dans une maison. Je descendais un escalier. Il y avait là une lourde porte. Je l'ouvris. Je découvris un second escalier. Je descendis pour parvenir à une très ancienne cave voûtée. Dans le sol, il y avait un anneau que je tirais. Une dalle se souleva et je découvris un troisième escalier que je descendis aussi pour parvenir dans une grotte rocheuse. Dans l'épaisse poussière qui recouvrait le sol, il y avait là 2 crânes humains, très vieux. Et je me suis réveillé. Joli rêve. En escalier. Et quelle était mon interprétation? Vous m'avez demandé au sujet de ces 2 crânes de qui désirez-vous la mort? Avez-vous répondu quelque chose? Oui, un mensonge. Éhoncté, délibéré. J'ai inventé de toutes pièces un soi-disant désir de mort du rêveur pour vous assurer que je rêvais de façon conforme, de façon freudienne. Vous vouliez me plaire à ce point, Gustave? Je ne voulais point vous déplaire. Mais à l'instant même où vous m'avez laissé entendre que pour vous ces 2 crânes n'étaient que la mise en scène de mon désir, j'ai enfin compris ce que vous ne pouviez pas comprendre. Qu'est-ce que je ne peux pas comprendre, Gustave? Que ces 2 crânes n'étaient pas une création de mon esprit. Mais vous êtes devenu un chaman! Pour vous, le rêve est redevenu un message divin. Le rêveur n'est plus un créateur, mais un simple récepteur de l'au-delà. Bon. Est-ce qu'en disant ça, je déforme votre pensée? C'est la pensée tout court, que vous réduisez simplement à des idées de sexe ou de mort. Parce que vous trouvez ça simple. Franchement, professeur, vous rendez-vous compte à quelle angoisse vous livrez l'humain en le privant de tout au-delà? Nous sommes vraiment très loin l'un de l'autre. Mais vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je vous dis que votre conception, soi-disant scientifique de l'âme humaine, est en train de dessécher la psychanalyse. Vous voulez sauver la psychanalyse de mon influence desséchante? Pourquoi pas? Professeur! Professeur! Hugo rentre, très agité. Professeur, j'ai fait un rêve incroyable! Il ne s'allonge pas sur le divan. Je crois que j'ai tout compris.
Un homme est assis dans un grand fauteuil, un cigare à la main. Bon, ça, c'est vrai. Devant moi, il y a une femme, de dos, qui lentement se retourne. Bientôt, elle va me faire face, et je comprends que le risque est mortel, car cette femme est la méduse. À la seconde où le regard de la méduse va croiser le mien et me réduire à l'état de statue de pierre, vous vous levez de votre fauteuil et d'une voix calme, vous dites « non ». Alors la méduse se transforme et devient la déesse Athéna, le danger est écarté. On croit rêver. Je crois que j'ai trouvé ce que c'est. Allez-y. Au réveil? Non, je préférerais que vous vous allongiez. Oui, professeur, bien sûr. Bien sûr. Au réveil, j'ai tout de suite pensé au jour où j'ai rencontré Adolphe. Rendu furieux par la méduse de Klimt, il m'avait dit qu'elle lui faisait penser au regard d'une prostituée célèbre, une italienne, qui s'appelle la Mésange. Ah, revoilà notre mésange. Mais ce n'est pas tout. Adolphe a souvent pris le thé avec maman. Un matin, j'ai vu qu'il ne voulait pas y retourner. Il supposait que maman lui faisait des avances. Il est vrai que maman est tellement excessive. Quand elle aime bien quelqu'un qui ne connaît pas les manières de notre monde, il a très bien pu se leurrer. J'ai réalisé que ce n'était pas Adolphe. C'est moi. C'est affreux. Il m'est venu d'un coup que dans le regard de la méduse, il y avait le même éclat que dans l'œil de maman quand elle me regardait pendant mes concerts. Et j'ai réalisé qu'il est là depuis le début. Depuis le jour où elle vous regardait pendant que les mains de votre père étaient sur elle. Oui. Depuis ce jour, elle me regarde comme ça. Et je deviens un pantin brillant qui joue du piano. C'est complètement fou. Je pensais jusqu'à maintenant que je la maintenais en vie en faisant le pitre. En réalité, je la maintiens à l'état de méduse, de morte vivante, qui n'a rapport avec les vivants qu'en les bouffant, tellement affamée qu'elle ne peut plus penser, plus raisonner. Raisonner comme Athéna. Est-il possible que la méduse devienne Athéna, la raison? Votre rêve le prétend. Mon rêve le dit, mais dans les faits, puis-je ne plus être sous le regard de la méduse? Est-il possible que dans la réalité, vous disiez non à la méduse? Est-il possible que je dise le non que vous avez dit dans le rêve? Eh bien, ça me donne le vertige. Si je dis ce non, alors tout change. Pour elle et pour moi, elle devra regarder ailleurs, faire autre chose que regarder. Raisonner. Oui. Oui, raisonner. Et il y aura enfin un peu d'air autour de moi. Et je pourrai cesser de faire le pitre. La dernière fois, je ne comprenais pas ce que c'était que d'être un faux monnayeur. Eh bien, c'est ça. C'est faire le pitre. Ce qui est incroyable, c'est que ce petit mot de rien du tout, non, s'il me coûte tant, c'est à l'idée de ce qui lui coûterait à elle si. L'idée que si elle souffre, c'est la fin du monde. C'est la fin d'un monde, pas celle du monde. Un monde où il manquait juste 3 petites lettres. N, O, N. Chère petite lettre, qui êtes-vous? Pourquoi m'aviez-vous abandonné? Je crois que vous le savez. Vous êtes la loi? Nous sommes la loi. L'interdit de l'inceste. Mais est-ce que je vous déteste ou est-ce que je vous aime? Ah, vous me détestez. Et vous m'aimez. Les deux en même temps? Oui, les deux en même temps. Oui. Je me rappelle notre discussion sur la loi. Je croyais la détester et détester ceux qui l'aiment. Vous la détestiez parce que vous l'aimiez et que la loi vous a déçu, abandonné. Rappelez-vous, père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, non, non, vous n'allez quand même pas prétendre que ce type qui me sert de Il n'a père... pas pu ou su dire non à la méduse, il vous a abandonné à elle. C'est pour ça qu'un jour vous êtes venu me voir. Freud regarde Hugo, qui reste silencieux sur le divan. Voulez-vous que nous en restions là pour aujourd'hui? Vienne, fin 1912, dans les jardins du cratère, sur le banc où Adolphe a passé sa première nuit, le jour de son anniversaire. Il a donné rendez-vous à Molly. Je vais partir, Molly. Partir? Où ça? Il me cherche pour le service militaire. Il va y avoir la guerre? Oui, il va y avoir la guerre. Et tu
Tu ne veux pas faire l'armée, Adolphe? Pas ici, Molly. Pas pour ces Habsbourg pourris. Tu sais, j'ai tout compris. Tout? Est-ce que je peux partir avec toi? Non, Molly. Je ne te reverrai plus? Mais tu voulais devenir architecte? Je reviendrai. Quand? Je reviendrai. Mais quand? D'abord, qu'est-ce que tu as compris? Je ne peux pas t'expliquer. Je suis trop idiote. Tu sais ce que l'idiote va te dire? Elle te dit que tes génies d'Ostara, c'est des pauvres types. Oui, il y a des choses sur lesquelles il se trompe. C'est ça que tu as compris? Il aurait fallu un troisième homme qui aurait pu parler aux chrétiens comme Loeger et qui aurait détruit leur Dieu comme Schoenhauer sans le dire évidemment. Détruire Dieu? Oui. Mais est-ce que tu es devenu fou? Je t'avais dit que tu ne pouvais pas comprendre. Es-tu capable de voir à qui profite le fait de croire que Jésus est un Père universel, le Créateur du monde? Quel que soit notre pays, notre sang, nous sommes des frères. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes bien sûr les frères de ceux qui n'ont pas de pays. Les Juifs. Ils sont partout chez eux. Rothschild, c'est le capital dans les banques étrangères. Jésus, c'est le capital qui est au ciel. Freud, c'est le capital qui est dans l'inconscient, etc., etc. Est-ce que tu comprends, Molly, que c'est toujours la même chose? Qu'ils arrivent à nous détourner de notre propre force, de notre sol, de notre sang, pour nous vendre un ailleurs qui leur sert à nous donner mauvaise conscience. C'est ça que tu as compris? Vienne, 1913. Lettre croisée d'Adolphe à Molly et de Freud à sa fille Anna. Ma chère Molly, quand tu auras reçu cette lettre, je serai à Munich. Tu sais que je rêve depuis longtemps de ce retour au berceau allemand. Ma chère fille, je me rends finalement à Munich pour notre prochain congrès d'automne. Tu sais qu'aujourd'hui sort en librairie mon dernier livre, Totem et Tabou, qui établit la rupture absolue entre la psychanalyse et l'univers arien vers lequel se dirige désormais Jung. À Vienne, ils ne savent pas qu'ils sont voués, comme tous les décadents, à disparaître. Un homme nouveau va maintenant surgir. Si je devais un jour être amené à parler de mon combat, Mein Kampf, je dirais qu'arrivé à Vienne à demi-enfant, j'en suis parti en homme guidé par une définitive vision du monde. Je ne te dis pas adieu, chère Molly, mais au revoir. Car quelque chose me dit que je reviendrai. Oui. Un jour, je reviendrai à Vienne. Adolf Hitler. Pour revenir au jeune Hugo, cet antisémite, ex-militant de Schoenhauer, sa psychanalyse réussie m'a appris que l'homme gardait envers et contre tout la possibilité de revenir à la case départ, juste avant le moment où il s'était égaré, pour rechoisir autrement. Ton père qui t'aime, Sigmund Freud. « 25 ans plus tard, le dimanche 13 mars 1938, Adolphe, revenant en conquérant à Vienne, proclamait l'Anschluss avec l'Allemagne. Freud s'enfuit de Vienne le samedi 4 juin 1938. Il trouve asile à Londres. Il ne sut jamais que ses vieilles sœurs moururent en déportation.